Bon, bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui nous regardent sur Internet. Je me présente, Jean-Pierre Martin, c'est moi qui organise les conférences mensuelles de l'astronomie de la SAF. Donc, bienvenue. Ce soir, nous recevrons Florent Jurel, mais avant, je vais vous parler un peu de quelques nouvelles d'astronomie. Alors, ce que vous voyez sur l'écran, je voulais vous montrer, c'est intéressant. Pour la première fois, on a détecté un objet interstellaire, c'est-à-dire un objet qui n'est pas de notre système solaire. Est-ce que tout le monde entend bien en haut? Faites un signe. Oui, d'accord, parfait. Et donc, vous voyez cet objet, on l'a étudié au radar, bien sûr, il est un peu trop loin pour les télescopes optiques. On l'a étudié, il ressemble à un gros cigare. Bon, là, c'est effectivement une vue d'artiste. Mais en gros 400 mètres de long, couleur plutôt rouge. Alors on pense que c'est plutôt quelque chose soit de rocheux, soit de ferreux. Et alors ce qui est très intéressant, alors je ne sais pas si vous voyez bien sur l'imagerie GIF ici, voilà l'orbite de cet étrange objet. Voilà, il vient de ce fin fond là, notre système solaire est là. Et il proviendrait de Vega, dans la Lyre, et les calculs montrent qu'il voyagerait depuis plus de 300 000 ans. Intéressant. Alors on pense même qu'il aurait erré pendant des millions d'années dans notre galaxie, et on imagine une mission spatiale pour aller à sa rencontre. Pourquoi? Parce que c'est quand même un objet qui n'est pas de notre système solaire, donc il peut être intéressant à étudier. Donc on va essayer de monter une mission qui s'appelle Lyra, mission évidemment très probablement américaine. Alors il va falloir faire vite, parce qu'il se déplace très vite dans le système solaire. Il va passer Jupiter en 2018 et Saturne en 2019. On va essayer de se dépêcher de bâtir une mission, on vous tiendra au courant. Donc comme vous savez, on transmet en direct, les canaux n'ont pas changé, n'est-ce pas mon cher Laurent? Voilà. Alors, le calendrier astronomique de la fin d'année et du début de la prochaine année, eh bien, pour les amis de la Société astronomique de France, demain, il y a une réunion très intéressante de la commission de cosmologie à la SAF, au siège de la SAF, 3 rue Beethoven, et c'est notre ami Marco Cirelli du laboratoire de physique théorique et hautes énergies qui va nous parler des dernières recherches sur la matière noire. Donc vous saurez à peu près tout sur la matière noire, voilà. Tout ce qu'on sait actuellement, c'est-à-dire pas grand-chose. Donc vous voyez le reste. Oui, au Café du Pont-Neuf, c'est intéressant. Aussi, on va parler de Galiléo. Vous savez que Ariane vient de lancer 4 satellites Galiléo pour compléter un peu toute la flotte. Et donc, ça va être vraiment un concurrent au GPS américain. D'après les gens de Galiléo, performance 10 fois meilleure. On verra. Nos amis de l'IAP, le mardi 9 janvier, ont une séance spéciale à l'Amphipharabof avec Frédéric Daigle, que vous connaissez bien, qui va nous parler de d'ondes gravitationnelles, de fusion, d'étoiles à neutrons, etc. Est-ce que c'est plein? C'est plein, ça? Je crois qu'il reste en... C'est plein? Bon, c'est plein, mais écoutez mon conseil, il y a toujours des places en rab, alors ne vous découragez pas, testez tous les 3-4 jours s'il reste des places, parce qu'il y en a qui se désinscrivent, et puis il y a 300 places, je crois, ou 350 places à Farabof. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Ça aussi, ça peut être intéressant. Alain de Ressoudiram, astronome milésien, que vous connaissez aussi, qu'on a fait venir, et qui va revenir dans quelques mois ici, va vous parler de la mission Bepi-Colombo vers Mercure. Mercure, une planète qu'on n'étudie pas très souvent, très difficile à atteindre, parce qu'elle est très proche du Soleil. Voilà.
vous voyez à peu près tout, ça, là. Nous avons fêté les 130 ans de la SAF le 17 novembre pour nos amis de la SAF, donc vous voyez, une salle bien pleine, et on a eu des grosses pointures, genre Françoise Combe et Christophe Galfard, et plein d'autres personnes. C'était très intéressant, et bon, la plupart des gens étaient peut-être venus pour le buffet, bon, mais il a fallu qu'ils attendent toute l'après-midi. Vous voyez, il y a eu des tables rondes avec Pierre Léna, Gilles David-Louis, Claude Catala, etc. Alors, en ce qui concerne nos conférences, donc vous savez, vous avez eu le programme est plein jusqu'au mois de juin, je commence même à travailler sur septembre, octobre de la prochaine saison, j'ai plein de conférenciers jusqu'à la fin de l'autre saison. J'ai déposé les dates pour la saison suivante, 2018-2019, qui ont été acceptées, donc ici, en principe, donc le deuxième vendredi du mois. Hein, l'IAP, c'est le premier mardi du mois, donc c'est le deuxième vendredi du mois. Mais ça sera pour nous la dernière saison, parce que la Télécom, comme vous le savez, déménage. Donc on va repartir à la chasse, hein, ma chère Danielle, qui avait trouvé cet endroit, il va falloir qu'on trouve. Si alors on est ouvert à toutes vos idées. Nous, la seule chose qui n'est pas ouverte chez nous, c'est la bourse. On peut pas payer énormément pour réserver les salles, parce que nous sommes une association loi 1901. Donc, si vous avez des idées, une grande salle dans Paris, 200 à 300 places, pas trop cher, eh bien, Jean-Pierre Martin, vous écrivez planetastronomie.com. Voilà. Prochaine conférence de la SAF, la prochaine, on reçoit encore une dame, Claudie Aigneret, astronaute de l'agence. Alors, excusez-moi, soyons précis. Elle est astronaute, elle est cosmonaute et elle est spationaute. Eh bien oui, parce qu'elle a volé à la fois chez les Russes, chez les Américains et les Françaises. Les Français disent spationautes. Bon, c'est pas très très jojo comme nom. Alors, elle va nous parler un peu de ses souvenirs d'astronaute et des nouvelles missions qu'elle a au sein de l'ESA. Maintenant, elle est rapatriée à l'ESA à Paris, rue Marion Nitis. Et voilà, vous voyez les programmes suivants, Luminet, Alain, Doris Guéram, Nicolas Fransos, Jean-Louis Larnaud, Françoise Combe, et c'est Françoise Combe qui clôturera la saison. Alors, voilà une photo de la dernière conférence. On avait reçu Daniel Vigneault qui nous avait parlé de neutrinos et surtout d'un personnage que peu de personnes connaissent, qui est Bruno Pontecorvo. Et on a appris beaucoup de choses sur cet individu qui, certains soupçonnent même qu'il a été un agent de l'Est. Hein, bon, enfin, il y a des controverses là-dessus. Mais enfin, c'était très intéressant. Les cours de la SAF que vous connaissez, les prochains, eh ben, ça sera en janvier par Daniel Brio. Les cours de cosmologie, ça démarre le 9 janvier par Jacques Frick. Alors, bon, pour les cours d'astronomie et les cours de cosmologie, il faut être membre de la SAF. Alors, la prochaine fois, on reçoit donc Claudie Aigneret, comme je vous l'ai dit. Alors, il va y avoir probablement aussi beaucoup de demandes de réservation. Donc, je répète que je commence les réservations. Je ne sais pas comme à l'IAP, je ne me lèverai pas à minuit pour ouvrir les réservations à minuit. Hein. Ça sera demain matin, après mon petit déjeuner, à 9h. On est d'accord? Voilà. Et alors, pour vous récompenser, on a changé un petit peu le formulaire. Quand je dis on, c'est mon fils, il est plus fort que moi en informatique. On a changé la nouvelle version de Google Forms. Voilà, enfin, c'est la même chose. Alors, quelques commentaires. Merci de ne pas réserver plusieurs fois, si possible. Hein, alors, je sais qu'il y en a, ils envoient une fois, ils disent « Ah, j'ai pas reçu de reçu, comme quoi je suis inscrit. » Ah, ils s'inscrivent une deuxième fois. Ils n'ont toujours pas compris, ils le font une troisième fois. Bon, troisième fois, généralement, ils ont compris. Alors, je répète, il n'y a pas de confirmation envoyée par email. Une fois que vous vous êtes enregistré, sur l'écran apparaît un texte.
vous êtes réservé pour la conférence machin truc. Voilà, c'est tout. Voilà. Et si vous voulez vous désinscrire, j'ai eu une remarque aujourd'hui que la procédure de désinscription comme LIAP n'est pas facile. Bah, c'est exact, il n'y a pas de procédure de désinscription. La seule procédure de désinscription, c'est très facile. Vous m'envoyez un mail, ça, il y a mon adresse qui est écrite partout, et puis voilà, c'est tout. Je vous raye. Voilà. Alors, ce soir, nous recevons Madame Florence Duret, qui est astrophysicienne de l'IAP. L'IAP, c'est pas vraiment ici. D'ailleurs, la plupart d'entre vous vont aussi aux conférences de l'IAP. Elle va nous parler des amas de galaxies et présenter les résultats obtenus par son équipe au cours des dernières années. Je lui laisse la parole et je vous souhaite une bonne soirée. La vidéo. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité ce soir et d'être venus si nombreux. Plus près. Donc, plus près, voilà, comme ça. Donc, je vais vous parler ce soir des amas de galaxies. Ce n'est pas tout à fait le titre que j'avais donné parce que j'ai voulu donner un titre un peu en vitesse. Donc, je vais vous parler des amas de galaxies dans l'univers et de ce que nous faisons sur les amas de galaxies. Je suis très contente de reconnaître certains visages parmi les anciens du DU en particulier. Ça me fait très plaisir de vous voir. Donc, et voilà les 4 jeunes avec qui j'ai travaillé. Certains, les 2 de gauche, ont fait leur thèse à Marseille et les 2 de droite à Paris avec moi. Celui qui est en bas à droite est en train de terminer. Vous verrez d'autres photos, mais je tiens à les remercier parce qu'ils ont fait beaucoup de travail formidable. Et puis les jeunes, c'est l'avenir. Et donc, les amas de galaxies, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, ce sont bien sûr des concentrations de galaxies, mais il n'y a pas que des galaxies, il y a aussi du gaz qui est très chaud et qui baigne tout l'amas. Les galaxies baignent dans ce gaz qui est très chaud et très peu dense. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle de la matière noire, c'est-à-dire de la matière dont on est obligé de supposer l'existence pour des raisons gravitationnelles, parce que tout simplement les amas de galaxies ne devraient pas exister s'il n'y avait pas de matière noire, parce que les vitesses des galaxies dans les amas sont très importantes, plusieurs milliers de kilomètres par seconde, et donc s'il n'y avait pas une force gravitationnelle pour retenir les galaxies dans les amas, les galaxies seraient parties dans tous les sens et il n'y aurait pas d'amas. Donc ça nous, évidemment, là je le dis avec les mains, on peut l'écrire avec des équations plus proprement. Donc on se rend compte qu'il manque de la masse, qu'il y a forcément de la masse qui retient les galaxies par la force de gravitation de Newton,
mais cette masse, on ne la voit pas, donc on appelle ça la matière noire. Donc les amas, ce sont les structures de l'univers les plus grandes qui sont liées par la gravitation. Alors après, vous me direz, il y a aussi les superamas. Oui, mais les superamas, en fait, ce sont des ensembles de plusieurs amas. Mais un amas, c'est vraiment une structure. J'en profite pour m'excuser, vous prier de m'excuser d'avoir écrit des slides en anglais, mais j'ai pas eu le temps de tout traduire en français, donc voilà, vous me pardonnerez. De toute façon, les images parlent dans n'importe quelle langue, les chiffres aussi, et voilà. Donc la dimension des amas, c'est typiquement quelques mégaparsecs. Un mégaparsec, c'est donc 10 puissance 6 parsec, et donc ça fait à peu près 3 fois 10 puissance 22 mètres. Donc vous concevez que le mégaparsec va être plus pratique à utiliser que les mètres. Et la masse d'un amas de galaxies, c'est typiquement 10 puissance 14 à 10 puissance 15 fois la masse du Soleil. La masse du Soleil étant d'environ 2 fois 10 puissance 30 kg. Donc un amas de galaxies, en gros, ça ressemble à ça. Vous voyez l'amas Coma, qui est très connu, qui est un amas massif, qui fait environ 10 puissance 15 masse solaire. Vous voyez à gauche l'image en lumière visible, avec les deux galaxies principales, ce qui indique que Coma n'est pas du tout un amas normal, parce que dans un amas normal, on a une très grosse galaxie au centre et pas deux. Si vous regardez la partie centrale ici, le rectangle vert, avec le satellite Chandra qui observe le ciel en rayons X, vous voyez une source de lumière X diffuse avec deux points très brillants. Les deux points très brillants, ce sont les deux galaxies. Et l'émission diffuse est due à du gaz très chaud. Et puis par contre, si vous regardez cette fois-ci à beaucoup plus grande échelle, ici, c'est-à-dire que l'ensemble de l'image en lumière visible tiendrait dans ce petit carré, eh bien vous voyez tout l'amas de Coma, dont l'image a été obtenue cette fois-ci avec le satellite XMM Newton, qui est un satellite européen. Et c'est une image en fait composée de plusieurs sous-images parce que le champ d'XMM n'est pas assez grand pour couvrir tout l'amas en une fois. Alors bien sûr, on se demande comment les amas se sont formés. Et actuellement, disons, le modèle qui explique le mieux la formation des structures dans l'univers, c'est un modèle qu'on appelle hiérarchique, où les petites structures se sont formées avant les grandes. En particulier, petites entre guillemets, bien sûr, les galaxies se sont formées avant les amas. Et c'est justifié, disons, par le fait qu'on observe des galaxies jusqu'à des décalages spectraux de l'ordre de 10. Donc le petit z, ça sera le décalage spectral, qu'on appelle redshift en anglais. Pourquoi z, je ne sais pas, on n'a jamais appelé r, on a toujours appelé z. Bon. Et puis, ça c'est une des bizarreries des astronomes, il y en a bien d'autres. Et puis par contre, les amas, on en observe pour l'instant, en tout cas, au maximum, jusqu'à un décalage spectral d'environ 2,5, ce qui montre bien que les galaxies se sont formées avant, puisque quand vous observez des objets à des redshifts de plus en plus grands, je m'excuse, je vais dire redshift parce que ça va plus vite, eh bien vous observez des objets qui sont de plus en plus loin et qui sont de plus en plus jeunes dans l'histoire de l'univers. Donc quand vous observez un grand redshift, vous remontez dans le temps, ce qui veut dire que les galaxies à Z sont déjà formées à Z égale 10 et pas les amas. Alors il y a des simulations numériques qui ont été développées depuis une dizaine d'années qui montrent ça très bien. Ici vous avez des simulations numériques montrées pour différentes valeurs du décalage spectral avec le temps correspondant. Le temps, c'est-à-dire le temps après le Big Bang, c'est-à-dire après la formation, entre guillemets, de l'univers. Et vous voyez que dans ce modèle, eh bien, on a ici une barre qui fait 125 mégaparsecs, ne vous occupez pas des petites tâches. Vous voyez qu'à Z égale 18,3, donc l'âge de l'univers était de 0,21 gigayears, c'est milliards d'années, donc 0,2 milliards d'années. Si on passe à 5,7
vous voyez que les structures commencent à se former, c'est-à-dire que là, c'est encore très très diffus. Là, il commence à y avoir des structures. Quand on arrive à z égale 1,4, on a des structures beaucoup plus nettes, donc des sortes de filaments. Et à l'intersection des filaments, on a des structures plus denses qui sont en fait les amas de galaxies. Et quand on arrive à z égale 0, quand l'univers a 13,6 milliards d'années, c'est-à-dire qu'on estime actuellement que le temps écoulé depuis le Big Bang, c'est 13,6 milliards d'années, et on voit l'univers constitué comme ça de filaments, et à l'intersection de ces filaments sont les amas. Alors bien sûr, on a envie de détecter ces filaments. C'est difficile parce que le contraste est faible, et donc c'est un des travaux qu'on a mené avec quelques collègues depuis 3 ans, peut-être 4. On a commencé à chercher les... Alors pour ça, on a plusieurs méthodes. On a fait ce travail essentiellement avec Isabelle Marquez et puis Anna Sebron, que vous avez vu au début, en utilisant la notion de redshift photométrique ou photo-Z, c'est-à-dire que pour déterminer le redshift, évidemment, la voie royale, c'est de prendre un spectre de la galaxie, de le comparer avec un spectre typique de galaxie, et ça nous donne le décalage spectral, avec une très grande précision, mais ça coûte très cher en temps de télescope. Donc ce qu'on fait maintenant de plus en plus, c'est de prendre des images. Donc sur une image, on a des dizaines, voire des centaines de milliers de galaxies à la fois. Et si on prend des images dans différents filtres, eh bien on va réussir à calculer, avec une moins bonne précision, le redshift de chacune des 100 000 galaxies qui sont dans l'image. Donc bien sûr, c'est moins précis que si on faisait les spectres des galaxies une par une, mais c'est beaucoup moins coûteux en temps de télescope. Donc on a utilisé des redshifts photométriques calculés pour des amas découverts dans un grand relevé. Nous avons découvert dans un grand relevé. Et puis nous avons aussi utilisé ce qu'on appelle les diagrammes couleur-magnitude, c'est-à-dire qu'on va observer un amas dont plusieurs bandes, 2 bandes peuvent suffire, et on va déterminer à ce moment-là quelles sont les galaxies qui ont une forte probabilité d'appartenir à l'amas, et on va regarder comment ces galaxies se distribuent. Et puis on va comparer cette distribution de galaxies, donc une carte de densité des galaxies, avec différentes autres méthodes de reconstruction de la distribution de matière, en particulier ce qu'on appelle la reconstruction de masse par weak lensing en anglais, c'est-à-dire l'effet de lentilles gravitationnelles faibles. Et puis aussi, on va comparer ça avec l'émission en rayons X. Donc, voilà 2 exemples de structures étendues qui ont été détectées dans un des champs du CFHTLS. Le CFHTLS, c'est le Canada-France-Hawaii Telescope Legacy Survey, c'est-à-dire un grand relevé qui a été fait il y a déjà maintenant un certain nombre d'années, enfin il a été terminé il y a quelques années, qui a été fait avec le télescope CFHT, donc Canada-France-Hawaii. Et là, vous voyez qu'il y a 2 structures qui ont été détectées, qui sont des structures allongées, qui font environ 3,7. Cette structure-là, elle fait à peu près 3,7 fois 1,5 mégaparsec, donc c'est un peu plus grand qu'un amas. Et cette structure-là, elle peut atteindre 10, si on compte les deux, cette structure-là, elle peut faire 10 mégaparsecs. Donc c'est beaucoup plus grand qu'un amas. Donc on pense qu'avec ces cartes de densité des galaxies sélectionnées comme étant dans une tranche de redshift donnée, on a détecté des filaments, et ça c'est l'objet disons de la 3e année de thèse de Florian Saron. Alors ce que nous avons beaucoup utilisé ces dernières années aussi, c'est un grand relevé que nous avons fait cette fois-ci nous-mêmes, qui est un échantillon de 90 amas, avec... Donc ils sont, disons, à des redshifts intermédiaires. Il y a quelques années, on aurait dit qu'ils sont à grand redshift. Maintenant,
un redshift entre 0,4 et 0,9, c'est considéré comme intermédiaire. Donc ils ne sont pas très loin, mais ils ne sont pas quand même tout près. Ils sont massifs, ils ont des masses plus grandes que 2 fois 10 puissance 14 masses solaires, donc ce sont des amas massifs. Et ils avaient tous, au départ, des données HST, donc Hubble Space Telescope, c'est-à-dire le télescope spatial Hubble. Donc ils avaient déjà des données spatiales de très bonne qualité dans les archives de Hubble. Nous sommes allés chercher ces données dans les archives. Et pour compléter ces données, nous avons fait de l'imagerie dans plusieurs bandes, donc VV, RZ, tout ça, ce sont des bandes photométriques dans les filtres. Et nous avons fait aussi, pour un certain nombre, de la spectroscopie avec un minimum de 15 galaxies par amas. Et puis nous avons récupéré aussi des données en rayons X, soit avec le... Je trouve que je ne parle pas assez vite, il avance tout seul, je suis pas d'accord. Donc les données X ont été obtenues avec l'un de ces 2 satellites, principalement XMM, qui est un satellite européen. Et ce grand relevé avait 2 buts principaux. D'une part, avoir une grande base de données d'amas relativement lointains. Et deuxièmement, d'obtenir des contraintes sur ce qu'on appelle l'énergie noire, qui est une quantité en cosmologie dont on essaye de déterminer le mieux possible les propriétés. Donc je ne parlerai pas du tout du deuxième but, qui d'ailleurs n'a pas été très bien atteint. Par contre, pour le premier but, on a fait beaucoup de choses. Je ne vais pas vous parler de tout parce que ça serait beaucoup trop long, et puis j'imagine que vous n'avez pas l'intention de rester toute la nuit, non plus. Donc voilà, je vais vous parler de quelque chose que nous avons fait à partir de ce relevé, en particulier la recherche de filaments d'abord. Donc la recherche de filaments, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de diagramme couleur-magnitude, en voilà un. Donc ici vous avez V-I en fonction de I. Donc V c'est un filtre qui est à peu près dans le vert. I c'est un filtre très rouge, c'est pas vraiment infrarouge, mais c'est déjà assez loin dans le rouge. Et donc si on calcule la magnitude de chacune des galaxies, donc chaque point est une galaxie, si on calcule la magnitude de chaque galaxie dans chacun des filtres, on peut faire la différence des magnitudes et tracer cette différence V-I en fonction de I. Et on s'aperçoit que toutes les galaxies se distribuent ici, mais les points rouges, ce sont des galaxies dont on a pu mesurer le redshift et qui sont vraiment à la distance de l'amas. Et donc on découvre ici qu'on a une séquence qu'on appelle la séquence rouge, qui est due au fait que la majorité des galaxies d'un amas se sont formées à peu près toutes en même temps, et elles sont principalement des galaxies rouges, donc des galaxies elliptiques, et elles se distribuent suivant une séquence. Donc en sélectionnant toutes les galaxies de la séquence, donc pas seulement les rouges qui ont des spectres, mais toutes celles qui sont en turquoise, eh bien on sélectionne une majorité de galaxies appartenant à l'amas. Alors vous allez me dire, il y a des points rouges ici qu'on ne prend pas. Ben oui, il y a les points rouges, ça ce sont les galaxies bleues de l'amas, il y en a quand même, et celles-là on ne peut pas les prendre en compte. Et puis il y a probablement dans ces galaxies turquoises aussi un certain nombre de galaxies d'arrière-plan, mais globalement on arrive quand même assez bien à sélectionner les galaxies d'amas. Donc ça, ce sont les positions des galaxies qui sont de toutes les galaxies en turquoise, donc qui sont dans la séquence rouge, et vous voyez très bien qu'il y a une grande élongation ici. Le cercle bleu, il fait 1 mégaparsec de rayon, donc 2 mégaparsecs de diamètre, et vous voyez que l'élongation ici est nettement plus grande que la taille normale d'un amas. Et donc nous avons, pour un certain nombre d'amas, calculé l'écart de densité. Et en voilà une, donc ça c'est l'amas 0717 parce qu'il est bien connu. Il est à un redshift de à peu près 0,55. Et on a tracé, et en fait c'est un ensemble de plusieurs amas, c'est-à-dire que l'amas principal ici c'est l'amas A, puis il y a un autre amas B qui est en interaction avec l'amas A, et puis plus loin il y a un amas C, puis ici il y a encore quelque chose qui est un petit amas ou un grand groupe. Et puis il y a encore ces deux structures-là, mais ça on ne sait pas très bien si elles sont reliées. Donc tout ça fait qu'on a le cercle ici, il a 1 mégaparsec de rayon.
Et les deux ellipses sont là simplement pour guider l'œil. Et elles ont des élongations de 6, celle-ci, pour la jaune ici, et 3,2 mégaparsecs. Donc vous voyez, vous avez une extension totale de presque 10 mégaparsecs, ce qui veut dire qu'on a détecté une grande élongation autour simplement de la main. Alors on n'a pas vraiment détecté encore finalement, parce que c'est difficile d'arriver à détecter, on aimerait bien détecter plus loin. Mais vous voyez, les contours qui sont tracés en vert, c'est ce qu'on appelle des contours à 3 sigma, c'est-à-dire que ce sont les contours à partir desquels on considère que le signal est significatif. Si vous n'entendez pas, vous levez la main et je saurai tout de suite que je ne tiens pas le micro assez haut, j'ai tendance à bouger. Donc on voit qu'on a beaucoup d'informations sur ce genre d'image. J'ai oublié de dire que tous les petits points blancs, ce sont des galaxies, donc les positions des galaxies qui ont des redshifts mesurés, et les petits points roses, ce sont les galaxies qui ont des redshifts mesurés et qui sont au redshift de l'amas, donc qui sont à 0,55, à très peu près, donc qui appartiennent à l'amas. Et donc vous voyez qu'on a des tas de points roses ici, que toute cette structure-là appartient à l'amas. Ici on a encore des points roses aussi. Donc tout ça, c'est en fait une seule structure un peu compliquée. Et dans le premier article qu'on a publié l'année dernière, on a trouvé 12 amas avec des extensions plus grandes que la taille normale d'un amas, c'est-à-dire que les extensions, en gros, étaient entre 3 mégaparsecs et 7, 8 mégaparsecs, sachant que celui-ci avait à la fois une extension de 6 et de 6,8, donc c'était quand même un très grand amas. Donc bien plus grand qu'un amas normal. Alors on peut comparer ces cartes de densité avec une autre méthode de reconstitution de la matière, reconstruction de la matière, qui est ce qu'on appelle donc l'effet de lentille gravitationnelle faible. Ça, c'est un effet qui a été prédit par Einstein. En fait, si on a une forte concentration de matière et qu'un rayon lumineux passe à côté de cette forte concentration de matière, le rayon lumineux va être défléchi, donc va être incurvé. On sait bien que la lumière, normalement, elle se propage en ligne droite, mais si elle passe près d'une forte concentration de masse, eh bien, la lumière ne va plus se propager en ligne droite, elle va être incurvée. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on a sur la ligne de visée, à l'observateur, un gros amas de galaxies, et derrière l'amas de galaxies exactement aligné, une galaxie lointaine, qui peut être 2 fois, 3 fois plus loin. À ce moment-là, on va pouvoir observer la déformation de la galaxie lointaine, et on va voir des sortes d'arcs. Alors je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps, mais les arcs, ces arcs gravitationnels, on ne va les détecter que si l'alignement entre l'observateur, l'amas et la galaxie lointaine est quasiment parfait. Si l'alignement n'est pas tout à fait parfait, eh bien, les galaxies d'arrière-plan, les images des galaxies d'arrière-plan, qui sont derrière l'amas, vont nous apparaître déformées, mais très peu. Donc pour une galaxie donnée, on ne saura pas, puis on ne connaît pas sa forme, sa vraie forme, donc on ne peut pas savoir si elle a été déformée ou pas. Mais la déformation, si on a des milliers de galaxies d'arrière-plan, on va pouvoir calculer quelle est la distribution de matière dans l'amas qui crée cette déformation. Alors c'est un calcul statistique. On ne le fait pas galaxie par galaxie, mais pour un grand nombre de galaxies, on arrive à le faire. Et donc c'est ce qui a été fait ici, c'était un des travaux de Nicolas Martinet dans sa thèse. Donc vous avez en vert les contours, on ne voit pas très bien la différence entre le vert et le bleu, mais disons qu'en vert, ce sont les contours de la carte de densité que je vous ai montré tout à l'heure. C'est toujours le même amas, max 0,77. Et puis en turquoise, bleu turquoise, vous avez la reconstruction par effet de lentille gravitationnelle, et vous voyez très bien qu'ici il y a l'amas, vraiment le gros amas, ici il y a un deuxième amas, ici il y a éventuellement un troisième, puis il y a encore d'autres sources. Alors l'effet de lentille gravitationnelle ne permet pas de déterminer à quel redshift se trouvent les structures qu'on détecte
Mais il se trouve que là, comme on l'a fait avec deux méthodes et que les structures coïncident, ça veut dire qu'on a détecté un amas qui est double ou triple. C'est le cas d'autres amas aussi. En voilà un autre qui est à peu près au même redshift. Donc vous voyez la distribution de la carte de densité qui est double. Ici vous avez la même chose avec cette partie-là, c'est à peu près à la même échelle. Cette petite sous-structure qui est là-haut. Et en onde gravitationnelle, on détecte effectivement ces deux structures-là. Par contre, la structure qui est en bas, c'était trop monté, on n'arrivait pas à la détecter. On arrive même à détecter des structures encore bien plus loin. Donc là, c'est un amas à un redshift de 0,8, c'est quand même déjà assez loin pour un amas. Et là, clairement, c'est un amas double. Donc si vous regardez la carte de densité, vous voyez qu'il y a clairement deux amas qui ne sont pas très grands, puisque vous voyez le cercle ici, il fait 1 mégaparsec de rayon, toujours pour avoir un point de repère. Mais on a au moins deux amas ici, peut-être un troisième ici, peut-être un quatrième ici. Et si on avait pu poser plus longtemps et avoir des images plus profondes, peut-être qu'on aurait détecté ici le filament, on le voit en rouge, mais les contours à 3 sigma ne le détectent pas. Et ici, on ne détecte rien, mais peut-être qu'en posant davantage, on aurait aussi détecté un filament. Donc c'est un début, disons, de filament. En tout cas, avec l'effet de lentille, on voit très bien que là aussi, on a un amas qui est au moins double et qui n'a pas du tout la forme d'un amas unique. Alors, nous avons aussi recherché dans le relevé d'Arfada s'il y avait des sous-structures. Les sous-structures, on les voit parce que dans certains cas, on a des amas qui ne sont pas du tout uniformes, bien lisses, mais au contraire qui présentent différentes structures. C'était le cas de notre ami 0717, là où on a vu qu'en fait il y avait plusieurs amas. Ça peut être le cas d'un grand amas qui contient plusieurs petites sous-structures. Et donc on a recherché ça à la fois en rayons X et en lumière visible. Donc voilà ce que ça donne pour quelques exemples. Ici vous avez un amas qui est quand même très compliqué, vous voyez, c'est Abel 851. Je ne l'ai pas dit au tout début, mais j'ai montré les photos de M. Zwicky et de M. Abel, qui sont deux grands contributeurs à l'étude des amas de galaxies au XXe siècle. Et donc le catalogue d'Abel est un catalogue d'amas relativement proche. Bon, il va quand même jusqu'à 0,4 en redshift, donc c'est pas si proche que ça. Et vous voyez ici, c'est pas du tout, ça c'est la carte en émission X, qui n'est pas du tout lisse. Vous voyez, vous avez des tas de structures compliquées. Et si vous regardez la distribution des galaxies sur la carte de densité, comme tout à l'heure, donc les galaxies sélectionnées le long de la séquence rouge et ayant une forte probabilité, disons, d'appartenir dans l'amas, et bien vous voyez que là aussi, on détecte des sous-structures. C'est-à-dire que cet amas n'est pas un seul amas qu'on appellerait relaxé dans notre jargon, c'est-à-dire en équilibre, où toutes les composantes sont en équilibre, mais c'est un amas constitué de plusieurs sous-amas. C'est le cas aussi pour d'autres. Alors oui, on peut le montrer aussi, ça c'est toujours le même amas. Donc ça c'est l'image en rayons X. Ici, on peut faire un modèle de l'émission en X et le soustraire, et vous voyez qu'il reste des sources, alors des sources qui sont probablement des sources ponctuelles. Les sources ponctuelles en rayons X, en général, ce sont des noyaux actifs de galaxies, donc je ne vais pas en parler, nous, ils nous gênent, ceux-là. Par contre, on voit ici très clairement que il y a un excès par rapport à un modèle relativement lisse, donc on a un excès d'émission ici, qu'on retrouve ici. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'histogramme des redshifts. Pour cet amas-là, on a 213 redshifts. Et la distribution du nombre de galaxies dans des intervalles de redshift nous montre là aussi qu'on n'a pas affaire à un amas bien en équilibre, parce que si l'amas était en équilibre, la distribution des redshifts des galaxies dans l'amas ressemblerait à une gaussienne. Et là, ça ne ressemble pas du tout à une gaussienne, parce qu'on a une distribution qui est très asymétrique. Alors on a pu faire ça aussi pour des amas un peu plus lointains.
Voilà un amas à 0 bits. On voit là aussi qu'il n'est pas, il est pas lisse, il n'est pas symétrique. C'est pareil, si on soustrait à l'image X un modèle tout simple, qui serait le modèle habituel de la distribution de matière X, s'il n'y avait pas de sous-structure, eh bien on trouve cette énorme sous-structure ici. Donc ça veut dire que là aussi, on a très probablement un premier amas et un deuxième sous-amas, un peu plus petit que le premier, mais pas tellement, donc une structure assez étendue. Et puis, tout en bas ici, on a un noyau actif de galaxies, on a une source qui est bien ronde, donc qui est en fait une source ponctuelle. Et là aussi, si vous regardez la distribution des galaxies, elle n'est pas du tout gaussienne. Donc ça veut dire qu'on n'a pas affaire à un amas en équilibre. Donc ce qu'on a pu montrer, c'est que finalement, le rapport entre la masse contenue dans les sous-structures, là je vous ai juste montré quelques exemples, et la masse totale est petit, c'est-à-dire que globalement les sous-structures représentent entre 5% et 15% de la masse de l'amas, et ça veut dire que l'évolution de l'amas a eu lieu avant un redshift de l'ordre de 0,9, qui est notre redshift maximum, donc ça veut dire qu'à un redshift de 0,9, les amas ont déjà pratiquement fini de se former. Et ça, c'est un résultat important, puisqu'on se demandait comment se formaient les amas et à quel redshift. Eh bien, on pense maintenant que les amas se forment entre un redshift de l'ordre de 2, 2,5. Je vous montrerai tout à l'heure un amas à z égale 2 et un amas à z égale 2,5. Donc, les amas se forment entre 2,5 et 1,5 environ. Après, ils sont déjà formés, et donc c'est le cas de nos amas. Alors, on a travaillé sur le relevé d'Alfveda, mais on a aussi essayé de détecter des très en particulier, pour faire des analyses statistiques, on a intérêt à connaître beaucoup d'objets, bien sûr. On a aussi envie d'essayer de détecter des amas lointains, puisque c'est là, c'est l'époque où ils sont en train de se former. Et donc on a cherché de manière systématique à détecter les amas dans deux relevés en particulier, le CFHTLS dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, donc qui a couvert 4 champs profonds qui font chacun 1 degré par 1 degré sur le ciel, et puis 4 champs qu'on appelle les champs larges, qui sont observés de façon moins profonde, donc avec des temps de pause moins longs, mais par contre qui couvrent une surface beaucoup plus grande. Au total, c'est 154 degrés carrés, donc c'est quand même déjà important. Et puis on avait fait aussi le même travail sur une région un peu spéciale du Sloan. Le Sloan Digital Sky Survey, SDSS, est un grand relevé qui est commencé depuis maintenant plus de 15 ans, qui à terme aura obtenu des images de tout le ciel de l'hémisphère nord et qui vise d'avoir, je crois, le spectre de plus d'1 million de galaxies. Donc c'est pas fini, mais il y a déjà énormément de données. Et à peu près tous les ans, ils mettent de nouvelles données à disposition des astronomes. Donc on peut aller chercher les données et en faire ce qu'on veut. Ce qui fait qu'il y a une quantité phénoménale d'articles qui a été publiée basée sur le SDSS. Et donc nous avons développé une méthode qui s'appelait AMACPHI, qui maintenant s'appelle AMASCPHI, mais souvent on ne prononce pas le S. Donc AMACPHI, c'était Adami et Mazur Cluster Finder, pour essayer de détecter les amas dans des grands relevés en imagerie à plusieurs bandes. Et donc l'idée, disons la méthode, c'est qu'on extrait les catalogues de galaxies dans plusieurs bandes, on calcule les redshifts photométriques, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire des espèces de redshift du pauvre, donc d'estimation des distances des galaxies. On va découper ces catalogues de galaxies multibandes dans des tranches de redshift et on va calculer des cartes de densité, comme les cartes de densité que je vous ai montrées tout à l'heure, et on va regarder comment les galaxies se distribuent. Donc le logiciel qui avait été développé par Christophe Adami et Alain Mazur a été beaucoup amélioré par Florian Saron dans sa thèse, et donc il a détecté
Il a cherché à détecter d'abord les amas en améliorant la précision à la fois sur la position des amas, sur l'estimation de la masse des amas par comparaison avec l'application du même logiciel mais sur des simulations numériques. On connaît la masse des amas. Et voilà un exemple. Donc là, vous avez un des champs, donc le champ profond 1 du CFHTLS, découpé dans la tranche entre Redshift 0,6 et 0,7. Et ben là, il y a clairement deux amas détectés, un qui est à 0,7, un qui est à 0,65. Donc la détermination à la fois de la position et du redshift de l'amas sont nettement meilleures que ce qu'on avait fait les années précédentes. Et puis il a aussi parallélisé le code pour que ça tourne beaucoup plus vite sur beaucoup de machines à la fois. Donc c'est devenu très très efficace. Ça, c'est des choses que les gens de mon âge sont plus capables de faire. Les jeunes savent très bien faire ça. Donc ça a très bien marché. Et bien sûr, il a appliqué les mêmes procédures à une simulation numérique qui est la simulation Millennium, de façon à caractériser vraiment les propriétés des amas qu'il a détectés, et en particulier avoir une idée de leur masse, c'est-à-dire comment le degré de signification auquel il détecte les amas est relié à la masse de l'amas, puisque nous, ce qui nous intéresse, nous astronomes, ce sont les masses, puisque finalement, ce qu'on voit, c'est la lumière, mais ce qu'on a envie de calculer, ce sont les masses, puisque ce sont les masses des différents objets, que ce soit les planètes, les étoiles, les galaxies ou les amas de galaxies, ce sont les masses qui régissent les propriétés, puisque c'est la gravitation qui régit notre univers. Donc il a détecté 1371 amas sur 154 degrés carrés, avec des redshifts inférieurs ou égaux à 0,7 et des masses supérieures à 10 puissance 14 masses solaires. Et il a ce qu'on appelle stacker les amas, c'est-à-dire qu'en fait il a sommé les données sur différents amas de façon à pouvoir avoir un meilleur signal. Et il a calculé ce qu'on appelle les fonctions de luminosité des galaxies. Donc les fonctions de luminosité des galaxies, en fait, ça ressemble à ça. Donc ici, vous avez le nombre de galaxies en fonction de la magnitude. Alors ici, ce sont des magnitudes absolues, donc elles sont négatives. Et donc les données, ce sont les points avec les barres d'erreur, donc les nombres de galaxies dans chaque intervalle de magnitude absolue. Et puis, on ajuste ça avec une fonction un peu horrible, mais qu'on appelle une fonction de Schechter. Et en fait, cette fonction, elle a deux régimes. Elle a un régime ici pour les objets brillants, qui est indiqué par la flèche orange et qui correspond à ce terme-là. Et puis, un deuxième régime qui correspond aux galaxies faibles, qui est indiqué par la flèche verte, qui correspond à ce terme-là. Et finalement, c'est une fonction qui a trois paramètres libres, c'est-à-dire la constante Ks de normalisation, la pente alpha aux faibles magnitudes, donc pour les objets faibles, et puis ce MV étoile. Alors V, ça indique simplement que ça a été fait dans la bande V, et étoile, c'est le MV étoile, en fait, c'est la magnitude absolue ici, où il y a la transition entre les deux régimes. Et donc, on ajuste les données par la fonction de Schechter, qui a été établie par Press et Schechter en 1974, et on trouve comme ça un certain nombre de paramètres. Alors, ce qui était intéressant ici, dans ce travail qui est tout juste fini, depuis quelques mois, même pas, c'est que comme on avait 1370 amas, eh bien on pouvait calculer les fonctions de luminosité des amas un par un, bien sûr, mais là ça donnait quand même des résultats assez bruités, puisque on n'a pas énormément de signal pour un amas donné, mais par contre, si on prend un certain nombre d'amas, on arrive à, ici par exemple, vous avez, alors c'est pas très visible, mais vous avez 81 amas qui ont été sommés. Ici, vous en avez 408, etc. Et donc, ce qu'on a pu faire, c'est séparer en tranches de masse. Donc ici, vous avez les amas entre 10 puissance 14 et 10 puissance 14,3. Donc ces trois figures-là.
Et ensuite, on a pu décomposer entre les amas proches, avec un redshift moyen de 0,25, les amas un peu plus loin à 0,41, et les amas encore plus loin avec un redshift moyen de 0,58. Et donc ceci pour 3 intervalles de redshift et 3 intervalles de masse. Et donc on a pu caractériser les variations de la fonction de luminosité dans des intervalles de masse et dans des intervalles de redshift pour, j'ai oublié de le dire, les galaxies bleues et les galaxies rouges. C'est-à-dire qu'en gros, les galaxies bleues, ce sont à peu près les galaxies spirales, et puis les galaxies rouges, ce sont à peu près les galaxies elliptiques. Et on arrive à déterminer la couleur des galaxies et à tracer les fonctions de luminosité des galaxies bleues en bleu et puis des galaxies rouges en rouge. Et on se rend compte que ces fonctions de luminosité sont différentes, vraiment différentes, pour les galaxies bleues et pour les galaxies rouges. Donc, une autre manière de les tracer, c'est de regarder comment les fonctions de luminosité varient. Donc là, vous avez 3 intervalles de masse différents. Et là, vous avez 3 intervalles de redshift différents, avec les galaxies rouges en rouge plus ou moins foncé, suivant la masse de l'amas, et puis les galaxies bleues aussi, plus ou moins foncées, suivant la masse de l'amas. Et donc tout ça, ça nous a permis d'arriver à un certain nombre de résultats. Bon, je ne vais pas trop insister parce que c'est un peu technique, mais en particulier, l'augmentation des galaxies faibles, donc la fonction de luminosité, la partie droite, devient de plus en plus pentue au fur et à mesure que le redshift augmente. Et puis, on a pu aussi analyser ce qui se passe du côté des galaxies brillantes, où on trouve au contraire une variation différente pour les galaxies bleues et pour les galaxies rouges. On trouve que l'évolution en redshift est plus importante pour les amas massifs et on ne trouve pratiquement pas de différence dans la partie faible pour un redshift donné. Donc tout ça, ça s'insère, disons, dans le problème de l'évolution des galaxies dans les amas. Comment les galaxies évoluent une fois qu'elles sont dans un amas. Est-ce que les galaxies rouges vont donner des galaxies bleues ou est-ce que inversement c'est plutôt l'inverse, les galaxies bleues vont se transformer en galaxies rouges. Donc on observe que les pentes des galaxies faibles varient avec le redshift de manière différente pour les galaxies bleues et pour les galaxies rouges. Et donc l'interprétation, c'est qu'en fait la séquence rouge dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle est déjà formée à z égale 0,7, puisque nous on va jusqu'à 0,7 et on la détecte toujours. Mais ensuite, les galaxies faibles, qui sont ce qu'on appelle early type, donc les galaxies rouges, continuent à enrichir la séquence rouge, parce qu'en fait, on a des galaxies bleues qui se transforment en galaxies rouges par fusion et qui vont enrichir la séquence rouge. Et donc, ça va faire varier la proportion de galaxies rouges et de galaxies bleues avec le redshift. Alors, c'est bien gentil de détecter des amas dans des grands relevés d'imagerie, mais il y a aussi le problème de les confirmer. En fait, ce que nous détectons, ce sont des candidats amas. On est vraiment sûr que c'est un amas seulement si on arrive à prendre des spectres. Et pour prendre des spectres, bien sûr, ça coûte très cher en temps de télescope. Donc on l'a fait pour quelques amas, en particulier celui-là qui avait été détecté dans le champ DIP 3 du CFHTLS. C'est un amas à 0,7. Et voilà, vous voyez, toutes les galaxies qui sont... donc le grand cercle vert indique 1 mégaparsec. Toutes les galaxies qui sont dans des carrés rouges et dans des cercles bleus sont des galaxies au redshift de l'amas. Et les contours rouges, ce sont des contours qui ont été établis d'après l'effet de lentille gravitationnelle. Donc là, on a clairement un gros amas et un plus petit amas, donc on a un amas double. Et on l'a fait comme ça pour quelques amas, mais évidemment, on ne peut pas faire la spectroscopie de 1371 amas, parce qu'on ne nous donnerait jamais de temps de télescope pour faire tout ça. Donc finalement, en conclusion, je dirais, de cette partie-là,
J'ai combien de temps encore là? Parce que je n'ai pas vraiment regardé à quelle heure j'ai commencé. Un quart d'heure? Bon. Ça y est. Donc, les recherches systématiques d'amas qui nous permettent de détecter des milliers d'amas, il semble que nos amas sont des vrais amas parce qu'on observe effectivement des propriétés qui sont typiques des amas. On a participé à un challenge, disons à une compétition pour le meilleur algorithme de détection d'amas. Donc il y avait 6 ou 7 algorithmes qui étaient en lice et McPhee n'a pas gagné, mais il tenait tout à fait la route. Et c'est aussi important d'avoir des très grands échantillons d'amas en cosmologie parce que ça permet ça donne une contrainte supplémentaire sur les paramètres cosmologiques. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, on a représenté le paramètre qui caractérise la matière noire et le paramètre qui caractérise l'énergie noire. Et puis vous avez les diagrammes ici qui sont des ellipses de confiance ou des bananes de confiance, que vous appelez, obtenues par différentes méthodes. Et si on ajoute la contrainte des amas, c'est-à-dire le comptage, le nombre d'amas en fonction du redshift, ça donne une contrainte supplémentaire qui fait que les deux paramètres qu'on a tracés ici, le maximum de vraisemblance de leur valeur, il se situe à l'intersection de toutes ces ellipses et il se trouve ici. Et donc le fait de rajouter les comptages d'amas en fonction du redshift aide à déterminer les paramètres cosmologiques. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu, pour terminer, des amas en rayons X. Donc les amas ne peuvent, les rayons X ne peuvent pas être détectés au niveau du sol, puisque les rayons X sont absorbés par l'atmosphère. Donc on est obligé de lancer des satellites pour faire les observations en rayons X. Et les premières observations d'amas de galaxies en rayons X ont été faites par le satellite Ariel 5 en 1970. Maintenant, on a beaucoup de chance parce qu'on a des satellites qui fonctionnent très bien depuis 1999, qui sont XMM, le satellite européen, Chandra, le satellite américain, et Suzaku, le satellite japonais, et ils sont très complémentaires. Voilà quelques exemples d'images, cette fois-ci en rayons X. Alors évidemment, ce sont des fausses couleurs, puisque nos yeux ne voient pas les rayons X, mais c'est une manière de visualiser à la fois l'intensité lumineuse et puis les formes. Donc ici, vous avez deux amas très proches. Un amas qui est relativement lisse et homogène, et puis un amas qui est complètement perturbé, avec au centre ici, c'est un amas qui s'appelle l'amas du Centaure. Au centre ici, on a une galaxie à noyau actif qui émet du rayonnement très énergétique, qui souffle le gaz, en fait, qui pousse le gaz dehors, et donc il y a des trous ici en noir, là où il n'y a plus de gaz chaud qui émet en rayons X. Ça, c'est un autre exemple, c'est Persée. Vous voyez Persée en lumière visible et à la même échelle Persée, donc c'est aussi un amas très proche en rayons X. Et si on zoome la partie centrale, il y a eu une observation de Persée qui a été faite de 1 million de secondes de temps de pause. Et on détecte cette espèce de spirale, de structure spirale. Donc ça n'a rien à voir, bien sûr, avec une galaxie spirale. C'est du gaz qui est chaud. Mais on voit comme ça des formes très différentes et ça permet de faire de la physique intéressante. Voilà deux exemples d'amas en cours de fusion. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé des sous-structures en vous disant il y a peut-être un petit amas qui est en train de se rapprocher d'un gros amas ou qui est en train de le traverser ou qui a fini de le traverser. Et bien là, vous avez deux exemples. Ici, vous avez deux amas qui sont à un redshift de 0,835. Vous voyez, un gros amas et un autre amas qui est presque aussi gros. Ces deux amas sont vraisemblablement en train de commencer à interagir, de commencer à se rencontrer. Si on voulait voir la suite du film, il faudrait attendre des centaines de millions d'années, voire un milliard d'années.
Donc ça, c'est pas possible. Alors, comme on ne peut pas attendre aussi longtemps, on va regarder beaucoup d'amas dans des stades de fusion différents, et puis essayer d'en tirer des propriétés statistiques. Donc ça, c'est un autre exemple d'un couple d'amas, si j'ose dire, avec un gros amas et un amas plus petit, qui a probablement déjà traversé l'amas, parce que vous voyez, il est bien... on voit très bien le cône qui est prédit lorsqu'un amas, un petit amas se déplace dans un grand. Et donc ce petit amas-là est probablement arrivé de là et a traversé celui-là. Et donc en rayons X, on a très vite, dans les années 70, compris que le gaz qui émet en rayons X, en fait, est très chaud, des millions de degrés. Donc il est sous forme de ce qu'on appelle un plasma, c'est-à-dire que l'hydrogène en particulier, puisque c'est l'hydrogène le constituant majeur de l'univers, n'existe que sous forme ionisée. Donc on a des ions, des protons et des électrons, majoritairement, plus d'autres ions. Vous voyez, fer 25, fer 26, ça veut dire que le fer, on lui a arraché pratiquement tous ses électrons. Et on a le mécanisme d'émission, en fait, c'est ce qu'on appelle le rayonnement de freinage. C'est-à-dire que lorsqu'un électron passe près d'un proton, il va être freiné, et freiné, donc il perd de l'énergie. Cette énergie, il faut bien qu'elle aille quelque part, elle va se retrouver sous forme d'un photon X, donc une émission en rayons X, et c'est cette émission en rayons X qu'on détecte, et qui donne une luminosité en rayons X de l'ordre de 10 puissance 37 watts. Donc vous voyez, c'est une émission très intense. Voici un exemple de spectre en rayons X. Alors ce qui est précieux, c'est cette raie du fer ici, qu'on voit qui est très intense et qui permet éventuellement, si elle est suffisamment intense, de détecter de mesurer le redshift de l'amas. Et puis en ajustant le spectre par des modèles d'émission de plasma, on arrive à avoir la température, et la température, elle est de l'ordre de 10 puissance 7 Kelvin. Donc c'est du gaz très très chaud. Alors il y a eu un satellite japonais qui s'appelait Hitomi, qui malheureusement n'a marché que quelques jours avant de tomber en panne, donc ça a été une grosse déception. Il est sorti des spectres absolument fantastiques d'Hitomi, avec une résolution en énergie qui permettait presque de les comparer à des spectres qu'on obtient régulièrement en lumière visible. En rayons X, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'en rayons X, on reçoit un photon de temps en temps. Alors avant d'arriver à faire un spectre, il faut des temps de pause très longs. Et avec Hitomi, ils avaient réussi à faire à étudier le profil des raies, à avoir des spectres très très détaillés. Les quelques articles commencent à sortir sur les résultats d'Hitomi, mais malheureusement, ensuite il est tombé en panne, donc on n'a pas pu aller très loin. Et c'est bien dommage, parce qu'avec les spectres en rayons X, on peut déterminer donc la température, la densité du gaz, les variations de ces quantités aussi en fonction de la distance au centre, et puis l'abondance de ce que nous appelons les éléments lourds, c'est-à-dire en gros tout ce qui est plus lourd que l'hydrogène et l'hélium. Pour nous, ce sont des éléments lourds qui sont fabriqués en fait dans les étoiles, et puis qui sont rejetés par les étoiles massives qui explosent. Et donc les étoiles massives qui explosent et qui donnent des supernovae vont rejeter dans le milieu qui les entoure des éléments lourds, en particulier du fer. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une abondance en fer non négligeable dans le gaz des amas de galaxies. C'est en fait du fer qui a été synthétisé dans les étoiles. Et donc avec les images en X, on se rend compte souvent qu'il y a beaucoup de fusions d'amas. Et ça, c'est plus difficile à voir en regardant simplement des images optiques, bien sûr. Et même avec de la spectroscopie de galaxies, c'est pas toujours facile d'arriver à caractériser le niveau de fusion de deux amas. Et puis, on se rend compte aussi souvent que même si la carte d'émissivité en rayons X est parfaitement lisse, quand on calcule la carte de température du gaz, on s'aperçoit que le gaz n'a pas du tout une température homogène. Et si on calcule la carte de métallicité, donc les métaux, comme je vous le disais, ce sont les éléments lourds, c'est tout ce qui est plus lourd
que l'hydrogène et l'hélium, en pratique, c'est principalement le fer qui domine dans les amas, eh bien on se rend compte que la métallicité est plus forte au centre et la température est plus basse au centre. Et puis il y a des régions, cette région-là par exemple, où on a davantage de fer, qui est aussi plus chaude, et alors que sur l'émissivité, on ne voit rien du tout. Donc c'est important d'arriver à faire des cartes de température comme celle-ci. Là, vous avez plusieurs exemples de cartes de température. Vous voyez que là, on a un amas qui est en fusion, et donc avec un petit amas qui est arrivé par là et qui a traversé le grand. Et donc là, vous avez des couches de température différentes, parce que la température peut être modifiée lorsqu'un petit amas traverse un amas plus grand. Et puis, Abel 85, qui était une grosse surprise pour nous, alors ça fait déjà 12 ans maintenant, on s'est rendu compte en calculant la carte de température d'Abel 85 qu'on avait des régions comme ça plus chaudes, ces régions rouges. On n'arrivait pas du tout à comprendre ce que c'était. Et pratiquement à la même époque, il y a eu un article montrant des résultats de simulation, alors ce qu'on appelle hydrodynamique cette fois, c'est-à-dire où on inclut le gaz, les phénomènes thermodynamiques, ce qui arrive au gaz. Et donc c'est une simulation avec un petit amas qui tombe dans un grand amas. Et donc vous avez les trois panneaux du haut montrent l'émissivité, donc simplement l'image en rayons X. AZ égale 0,13, AZ égale 0,09, et puis AZ égale 0, c'est-à-dire maintenant. Et voilà ce qui se passe. Vous avez un petit amas qui fusionne avec le grand. Donc là, il est déjà presque avalé par le grand, et là, il est complètement avalé par le grand, et on ne voit pas grand-chose. Mais si on regarde la carte de température, on se rend compte que là, la température est encore relativement homogène. À ce stade-là, ça commence à chauffer, parce que la collision a chauffé le gaz. Et à Z égale 0, on a une structure avec des régions, un certain nombre de petites régions, beaucoup plus chaudes. Et ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu dans Abel 85, où il y a plusieurs régions comme ça. Donc ça permet de penser qu'il y a eu un petit amas qui est arrivé par là, en gros, hein, c'est à peu près la même géométrie, et qui a créé ces régions chaudes. Et puis alors la région chaude qui est ici, donc au sud, en fait, elle est probablement due à un filament. Donc on revient au début de ce que je vous ai raconté il y a bientôt une heure. Les filaments cosmiques que nous essayons de rechercher. Eh bien, Abel 85, c'est un des premiers amas où nous avons détecté un filament avec le satellite XML. Donc ça, c'est simplement l'image qui est lissée pour arriver à détecter quelque chose. Ça, c'est l'image qui a été traitée de façon un peu plus sophistiquée par un logiciel de décomposition en ondelettes. Et donc, on a détecté ici un filament, et on pense qu'en fait, la région chaude qui est là, eh bien, elle est due au filament. Le filament est constitué de groupes qui sont en train de tomber sur l'amas, et donc qui chauffe la région ici, qui est la région d'impact des groupes sur le filament. Alors, on a aussi détecté un filament récemment, je n'ai pas mis la référence, entre deux amas, un amas plus gros, un amas plus petit, et puis ici, il y a clairement de l'émission en rayons X, donc cette fois-ci, c'est une image obtenue avec le satellite Chandra. Et si on regarde la carte de densité des galaxies, eh bien, donc en lumière visible cette fois, là on a effectivement un gros amas, là on a un amas plus petit, et entre les deux, on détecte quand même de la matière. Donc ça veut dire qu'on a une sorte de pont de matière ou un filament entre les deux. Donc la conséquence de la fusion d'amas, c'est que souvent le gaz chaud va être comprimé entre les deux amas, et donc ça va chauffer le gaz. Et comme l'émission en rayons X, elle dépend de la densité au carré, et bien évidemment l'émission en rayons X va augmenter. Et alors il se passe, au niveau des galaxies, il se passe d'autres choses, c'est-à-dire que les galaxies prises individuellement contiennent des étoiles, bien sûr, mais elles contiennent aussi du gaz, mais qui n'est pas du tout le même gaz, c'est de l'hydrogène neutre, froid, qui est contenu dans les galaxies et qui sert à former les étoiles. Et donc, les galaxies qui ont encore de l'hydrogène neutre, c'est-à-dire les galaxies spirales, se déplacent à l'intérieur des amas,
et par frottement sur le gaz chaud, elles perdent leur hydrogène. Et donc on a détecté dans un certain nombre d'amas une déficience en hydrogène neutre des galaxies. Donc l'hydrogène neutre est arraché aux galaxies par frottement lorsqu'elles se déplacent. Et si elles n'ont plus d'hydrogène neutre, elles ne peuvent plus former d'étoiles, puisque c'est cet hydrogène neutre qui sert de réservoir à la formation d'étoiles. Donc dans ces cas-là, la formation d'étoiles diminue. Et inversement, le fait aussi que dans le cas de fusion d'amas, il peut arriver au contraire que le gaz des galaxies soit comprimé, et à ce moment-là, la formation d'étoiles va augmenter. Donc vous voyez, c'est compliqué, il y a plusieurs phénomènes qui sont souvent antagonistes et qui font qu'il peut se passer des choses différentes. Donc, il peut arriver qu'on calcule à partir de l'effet de l'antilles gravitationnelle faible que je vous ai expliqué tout à l'heure, la distribution de matière de deux amas en fusion, et on s'est aperçu pour la première fois en 2004, c'était un article de Chloé et collaborateurs, on s'est aperçu, ici vous avez l'image, donc c'est l'amas qu'on appelle l'amas du boulet, parce que si vous regardez l'image optique avec ici les contours de l'émission X, vous voyez un amas ici, un gros amas ici, un petit amas ici. Attendez, je dis des bêtises. Les contours, c'est pas l'émission X, puisque l'émission X elle est là. Les contours, c'est la distribution de masse calculée à partir de l'effet de l'antille. On voit un gros amas ici, un petit amas ici. Et si maintenant on regarde l'image en rayons X, on va mieux voir l'image suivante. Ici, vous avez l'image en couleur, c'est l'image en rayons X. Ici, vous avez un petit amas qui est en train de se diriger de la gauche vers la droite, très clairement. Il a traversé le gros amas. Et puis, vous avez la distribution de matière, donc de masse, qui correspond au contour, avec un gros amas ici et un amas moins gros ici. Ce qui veut dire que le petit amas a traversé le gros, et la matière noire, qui est essentiellement de la matière qu'on ne voit pas, l'essence de la majorité de la masse qui est contenue dans la matière noire est en avance sur le gaz, simplement parce que la matière noire n'a pas de frottement. Il y a quelques autres exemples ensuite qui ont été trouvés de la même chose. Ça, c'est l'amas dit de la brosse à dents, parce que ça évoque vaguement un manche, et puis en vert, vous avez l'émission radio, là. Je ne sais pas très bien qu'est-ce qui est le manche et qu'est-ce qui est dans la brosse à dents, mais ils appellent ça tout Jurassic Cluster, où on a là aussi un amas qui est arrivé comme ça, dans le sens de la flèche, qui est arrivé du haut et puis qui a traversé l'amas et qui s'est retrouvé en bas. Et donc vous avez ici l'image en X, donc avec une forte émission X dans la région sud, et puis vous avez de la matière en avance sur l'émission X et de la matière correspondant à l'amas qui a été traversé ici. Et puis vous avez même ici en vert de l'émission radio qui est due là aussi à l'interaction des amas. Voilà, donc quand on calcule les masses des amas, en particulier à partir de l'effet de lentille, on trouve que la masse contenue dans les amas, dans les galaxies, c'est quelques pourcents de la masse de l'amas. La masse contenue dans le gaz, c'est environ 10 à 15% de la masse de l'amas. Et puis tout le reste, donc plus de 80% de la masse de l'amas, c'est de la matière qui n'émet pas de lumière, donc on appelle de la matière noire. Et quand on calcule la masse totale de l'amas, que ce soit à partir de l'effet de lentille ou à partir des rayons X, parce qu'on peut aussi la calculer comme ça, eh bien on se rend compte que ces masses sont compatibles. Alors quand on calcule une quantité avec deux méthodes complètement différentes, à partir de données complètement différentes, évidemment c'est toujours un petit peu rassurant, mais on ne sait toujours pas, comme on disait tout à l'heure, ce que c'est que la matière noire. Alors pour terminer, quelques champions. L'amas le plus lointain découvert en rayons X, il est à un redshift de 1,99. Donc à gauche, vous avez l'image XMM, et à droite, vous avez les contours X superposés sur une image optique.
L'amas le plus lointain découvert, il est à Z égale 2,5. Il a été découvert l'année dernière et il a été confirmé par les redshifts d'une dizaine de galaxies qui sont des redshifts qui sont tous à 2,5. Donc là, il y a vraiment un amas. Eh bien, je pourrais vous dire encore des tas de choses. Disons, ce que j'aimerais que vous reteniez de tout ce que je vous ai raconté, c'est que finalement, les amas se sont formés avant Z égale 1, et ensuite, il y a très peu d'évolution entre Z égale 1 et maintenant. Les amas ont peu évolué. Les fonctions de luminosité que nous avons étudiées, elles varient avec le redshift et avec la masse de l'amas, donc elles sont différentes. Et maintenant, on est capable d'observer des très grands échantillons d'amas et donc d'avoir beaucoup plus d'informations qu'avant. Il y a des grands relevés qui arrivent. Il y a un relevé qui s'appelle CIFIS, qui est Canada-France Imaging Survey, qui a commencé il y a 2 ans, qui fait donc de l'imagerie profonde avec la caméra Megacam au CFH, à la fois en bande U et en bande R. Et ce projet a eu 270 nuits de télescopes alloués, répartis sur 6 semestres, donc sur 3 ans, donc il est en cours. Et nous avons un projet avec un étudiant qui vient de commencer sa thèse avec moi, Maël Elien, qui est de détecter la lumière, ce qu'on appelle la lumière diffuse dans les amas, c'est-à-dire de l'émission due à des étoiles qui n'appartiennent pas vraiment à une galaxie donnée, mais qui flottent comme ça un peu partout. Donc c'est difficile d'arriver à les détecter parce que c'est très peu lumineux, mais voilà, on est en train d'essayer de détecter ça. Et puis, pour terminer, il y a le satellite Euclide qui sera lancé dans quelques années. La date officielle est encore de 2020, mais ça glissera peut-être encore un peu. Mais donc c'est demain, hein, c'est très très bientôt. Le chercheur principal responsable d'Euclide, c'est Yannick Mélier qui travaille à l'IAP la main droite moi. L'objectif, c'est essentiellement de faire de la cosmologie et donc de faire des tests sur la matière noire, sur l'énergie noire, sur l'effet de lentilles. Mais on attend avec Euclide la détection d'environ 100 000 amas. Donc on va pouvoir faire beaucoup de choses à partir des données Euclide. Voilà, je vais m'arrêter là. Oui, merci beaucoup. Je suppose que vous avez des questions. Oui, mon cher Xavier, attends, j'en ai une. Moi, ce qui me tracasse toujours avec ces histoires de galaxies, d'amas, de superamas, étoiles, c'est un peu la hiérarchie. Est-ce que je ne me trompe pas en disant que c'est créé d'abord des étoiles qui ont créé des galaxies, ça paraît logique, ou est-ce que je me trompe? Et ensuite, ces galaxies ont formé des amas. C'est peut-être pas aussi simple. Alors, les galaxies ont formé des amas, oui. Les étoiles se sont regroupées en galaxies, on ne sait pas. C'est pas très bien, en fait. Parce que les premières étoiles, c'était autre chose. Voilà. D'accord. Bon, on va passer la parole au public. Donc, merci beaucoup, c'est clair et formel. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un lien entre vos travaux et ceux d'Hélène Courtois sur l'Aniakea? Finalement, on voit cette espèce de truc comme... Ça se ressemble tout simplement. L'Aniakea, c'est dans l'univers proche. Donc, ce sont les... 500 millions d'années. Voilà, ce sont les groupes et amas proches. Et nous, là, ce qu'on a fait, c'est à plus grande échelle. Oui. Quelque part, vous cherchez la même chose qu'Hélène, mais plus loin. Voilà. Ah, voilà. Comment la matière se distribue dans l'univers. D'accord, merci. D'autres questions là-haut? Vous habituez, j'ai l'impression. Oui, merci.
Alors j'ai une question en fait à propos de la matière noire. Dans un de vos diagrammes, vous avez montré en fait que la matière noire était distribuée un petit peu en avance par rapport à ce qu'on observe en optique, en X, je ne sais plus, ou par rapport à X, voilà. Donc ça confirme vraiment en fait qu'on ne peut pas utiliser des théories mondes à la gravitation modifiée pour expliquer en fait la matière noire. De toute façon, la gravitation modifiée, elle ne permet pas d'expliquer les amas. Donc elle ne permet pas de rendre compte entièrement des mouvements des galaxies dans les amas. Donc même si on applique, et d'ailleurs on l'a fait avec des collaborateurs dans les années 80, c'était Daniel Chapal, Marc Lachiezeret et moi-même, on avait travaillé là-dessus, et on avait montré que la gravitation modifiée monde, appliquée aux amas, ne marchait pas, c'est-à-dire qu'on avait quand même besoin de matière noire, moins qu'avec la gravitation de Newton, mais il en fallait quand même. Donc, modifier la gravitation de Newton pour finalement avoir quand même besoin de matière noire, ça ne nous semblait pas très... Voilà. Mais pourtant, il y a toujours des gens qui travaillent sur la gravitation modifiée, non Oui, parce qu'on ne sait jamais. Enfin, ça explique très bien les courbes de rotation des galaxies spirales, par exemple. Et puis, de toute façon, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent sur des théories qui différentes, parce que... Donc, on a quand même besoin de matière noire, de particules exotiques, alors, dans ce cas-là, quoi qu'il arrive. Alors, on ne sait pas si la matière noire, ce sont des particules, on ne sait pas quelles particules, mais on a besoin de matière qui a une masse, et dont on ne sait pas ce que c'est. Ce qui est quand même très désagréable. Question là-haut. Une question encore plus spéculative. Est-ce que vous avez quelques éléments par rapport à une éventuelle dimension fractale de l'univers à grande échelle? Non, là vraiment, je ne peux pas vous répondre, je n'en sais rien. Tout là-haut, là-haut, il y a tout là-haut, là-haut. Bonsoir. Je me demandais, entre le redshift 10 et 2,5, est-ce qu'on a une explication de pourquoi il n'y a pas eu d'amas avant, en fait? Et pourquoi pas plus récemment aussi? Pourquoi ça s'est arrêté récemment? Disons que dans ce qu'on appelle la théorie actuelle, le modèle actuel qui explique le plus de choses, c'est le modèle qu'on appelle lambda CDM, Cold Dark Matter, où la matière, qui est essentiellement de la matière noire dans l'univers, cette matière est formée de particules qui se déplacent à des vitesses faibles devant la vitesse de la lumière. Et dans le cadre de cette théorie, si on calcule comment se forment les structures, on trouve que les galaxies se forment avant les amas, et donc les petites structures se forment avant les grosses. Donc les galaxies, on en observe à z égale 10, donc ça veut dire qu'elles se sont formées avant, pas toutes, parce qu'il y en a qui continuent à se former, mais il s'est formé des galaxies bien avant z égale 10, puisqu'on voit des galaxies à z égale 10. Pour l'instant, on ne voit pas d'amas au-delà de 2,5. Peut-être qu'on arrivera à en trouver, mais... 2,5, ça fait combien au milliard d'années? Ça fait beaucoup. Par cœur, donc, on pense que, disons, dans le cadre de cette théorie qui explique quand même beaucoup de choses, même si on ne sait pas ce que c'est que la matière noire, mais si on trouve qu'effectivement les amas ne peuvent pas s'être formés en même temps que les galaxies, mais forcément ils se sont formés après. Parce que ce sont des plus grandes structures. Autre question? Qu'est-ce que vous avez utilisé comme instrumentation? Parce que je suppose qu'il a fallu avoir des instruments, des interruptions de poids. Pour faire quoi? Pour l'ensemble de... disons que pour le relevé d'Afra même géré, on a utilisé donc les données du télescope spatial Hubble. On a obtenu près 70 nuits sur des télescopes principalement de 4 mètres. Donc des 4 mètres, différents 4 mètres dans le monde, à la fois dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. On a eu quelques nuits au VLT, aussi au Very Large Telescope de l'ESO, en particulier pour faire de la spectroscopie. On a eu quelques nuits au GTC, le Grand Telescopio Canarias,
pour faire aussi de la spectroscopie, c'est un télescope de 10 mètres. Et puis, on a utilisé les données en rayons X, principalement des satellites XMM. D'autres questions? J'ai vu là-bas. Oui, ou là? Il y a un monsieur de... Attends, il y en a un dans 40. Pour rester un peu terre à terre, j'essaie de m'imaginer, après ce que vous avez dit, donc notre galaxie à nous, à peu près 10 puissance 11, à peu près, bon, qui veut dire que si vous dites 10 puissance 14, ça veut dire qu'il y a à peu près 1000 galaxies dans la barre. Voilà, c'est bien ça. Est-ce qu'on détermine les interactions gravitationnelles entre les étoiles? Une galaxie étant composée d'étoiles, est-ce que c'est l'ensemble de la galaxie que l'on considère ou est-ce que c'est l'ensemble des puissances 11? Alors en général, on considère l'ensemble de la galaxie et on regarde, quand on étudie les amas, on regarde comment les galaxies se déplacent les unes par rapport aux autres. Après, on peut éventuellement analyser les propriétés des galaxies une par une. Mais comme il y en a parfois plusieurs milliers, ça fait beaucoup. Donc en général, on considère la vitesse de chaque galaxie, moyenne, disons, de chaque galaxie. Allez, une dernière question. Moi, je voudrais savoir, quand nous disons filaments, est-ce qu'il s'agit de filaments de gaz, c'est-à-dire essentiellement d'hydrogène, ou est-ce que ce sont des suites de galaxies qui sont alignées les unes derrière les autres, comme si elles se tenaient par là? Je dirais probablement les deux. C'est principalement des galaxies, des filaments de galaxies, et d'ailleurs quand on mesure dans l'univers les redshifts des galaxies, on trouve que les galaxies sont distribuées comme ça, le long de filaments ou de feuillets à deux dimensions. Donc ce sont plutôt principalement des galaxies, mais dans certains cas, on a aussi détecté du gaz chaud qui était détectable en rayons X. Mais ça sera plus facile globalement de détecter des galaxies que du gaz chaud. Et le gaz chaud, il faut qu'il y ait eu une collision d'amas pour arriver à le chauffer, sinon il ne va pas émettre en rayons X. Donc c'est difficile de le détecter. Merci. Bon, ben écoutez, on remercie Florent Bourret. Sa présentation avec le compte-rendu sous mot de passe comme d'habitude. Je vous donne rendez-vous le 12 janvier pour la prochaine conférence avec Claudie Ignoret. Des réservations à partir de demain matin. Je vous souhaite un bon retour chez vous, un joyeux Noël et une bonne année. Bonsoir à tous. Tenez bien. Ça va, ça avance. Ouais. Vous venez à la FNAC, vous êtes à la salle demain. Il y a quoi demain? Il y a à partir de 14h une conférence à la salle Beethoven. C'est quoi comme conférence? Ça doit être sur les planètes et tout ça, c'est planétologie, Ouais. donc la composition des planètes. Non, pas prévu. Je vais me reposer, je ne fais pas tout. Allez, bon courage.